L'éditorial. Les États-Unis, pays considéré comme le plus riche du monde actuel, est non seulement le plus frappé par la COVID-19, mais aussi celui qui paraît le plus mal préparé pour y faire face. Et cela, plus de 6 mois après la première manifestation de l'épidémie, qui accuse à date, au pays de Donald Trump, un bilan de près de 139 000 morts, pour plus de 3 600 000 infectés. Mais qui plus est, où l'épidémie ne fléchit pas. Au Texas, on enregistre 179 morts en 24 heures. La Floride a connu 156 décès par coronavirus le jeudi 16 juillet écoulé. L'épidémie connaît ici un rebond spectaculaire, alors qu'ailleurs on semblait commencer à avoir un peu de répit, comme en Europe occidentale, malgré que des rebondissements restent toujours à craindre, comme c'est par exemple le cas en ce moment, alors que l'école vient à peine de redémarrer, par exemple en France. Alors qu'aux États-Unis, nous parlons aujourd'hui de 68 000 cas détectés en 24 heures seulement. Aux États-Unis, où l'on craint de devoir imposer à nouveau le confinement total dans certains États, particulièrement le Texas, la Californie, la Floride. Si la tendance continue de plus en plus, comme actuellement, de ne pouvoir être contrôlée malgré toutes les dispositions prises, mais qu'une bonne partie de la population continue de ne pas vouloir respecter, comme le port du masque, et cela au nom de la liberté individuelle, si chère aux descendants de George Washington et Thomas Jefferson. Chaque semaine, comme encore ce week-end à Miami Beach, le couvre-feu est à nouveau remis en application, cette fois depuis 8 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, aux grandes dames du président Donald Trump, qui a fait du déconfinement un marqueur de sa campagne pour les présidentielles du 3 novembre prochain. Et où, faute d'y parvenir, le voici mené en ce moment dans les sondages par son adversaire démocrate, l'ex-vice-président de Barack Obama, Joe Biden, avec une différence de plus de 10 points. Pourtant, les États-Unis devraient être le pays le mieux préparé dans la lutte contre l'épidémie, non seulement par sa richesse économique, mais aussi son encadrement médical et sanitaire probablement unique, attirant de plus ce qu'il y a de meilleur partout dans le monde. Outre le système d'État fédéral qui fournit plus de souplesse dans l'administration, une décentralisation automatique, celle-ci permettant d'aller plus directement aux populations. Mais voici qu'au contraire, cette souplesse risque d'être facteur d'anarchie dans la situation actuelle. Ainsi, dans l'État de Georgia, le gouverneur, un républicain, Brian Kemp, se bat avec la mairesse d'Atlanta, la capitale de l'État de Georgia, Keisha Lance Bottoms, parce que celle-ci a déclaré le masque obligatoire dans les lieux publics, tandis que le gouverneur, selon les instructions du président Trump, également républicain, se pose en champion du déconfinement et, dit-il, en défenseur des entreprises et de leurs employés. Bref, partisan de l'économie à tout prix d'un côté, contre défenseur de la primauté de la santé avant tout de l'autre. Et bien entendu, derrière le coronavirus, c'est la bataille pour les présidentielles du 3 novembre 2020 qui fait rage. Pendant ce temps, le démocrate Joe Biden a présenté son programme économique, qui est un véritable virage à gauche, dans le cadre idéologique américain bien sûr. Priorité aux syndicats des travailleurs, unions, à la lutte écologique et une plus grande taxation, une plus importante taxation des grands groupes, avec cependant des taxations pour les entreprises américaines délocalisées en Chine ou ailleurs à la recherche de main-d'œuvre à moindre coût, pour les inciter à revenir aux États-Unis et, si l'on peut dire, à relocaliser leurs meilleurs emplois. Enfin, retour au projet d'Obama, connu sous le nom de Obamacare, ou assurance santé relativement pour tous. Au moment où le COVID-19 fait tant de ravages et dans un pays où l'assurance santé n'est pas une priorité pour l'État, comme en France ou encore dans le Canada voisin, eh bien, cette dernière promesse électorale tombe, si l'on peut dire, à pic.
Mais voici les États-Unis affaiblis dans la bataille contre le nouveau coronavirus à cause, disent les uns, d'un manque de leadership affirmé et qu'on fait retomber d'abord sur l'occupant de la Maison-Blanche, mais à cause aussi de l'âpreté de la lutte politico-électorale. Et voici la première puissance économique du monde paraissant affaiblie aux yeux aussi bien des adversaires que des alliés, oui, cela même de l'Alliance atlantique, dont Donald Trump n'aura fait que s'éloigner en remettant en cause des accords qui remontent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Bref, une America First qui semble avoir surtout profité, si l'on en croit, l'ex-conseiller du président Sécurité nationale, le très idéologue ultra-conservateur, mais intellectuellement rationnel, John Bolton, dans son livre The Room Where It Happened, traduisait exactement comme cela s'est passé. Selon Bolton, la présidence Trump a profité surtout aux tyrans de la planète. Ah, suivez mon regard. Et en premier lieu, au président russe Vladimir Poutine, à l'égard duquel Trump, de son côté, montre toujours plein d'égards. Au point que l'on se met à épier le moindre fait pouvant montrer que le président russe Vladimir Poutine est prêt à intervenir dans la campagne électorale américaine pour aider Trump, comme la Russie avait été accusée d'avoir déjà fait en 2016 pour faire perdre la candidate démocrate Hillary Clinton via ses champions en manipulation des réseaux numériques, les fameux hackers. On mentionne ainsi une récente interview de l'ancien, tantôt président, tantôt premier ministre aux côtés de Poutine, Vladimir Medvedev, à l'agence de presse russe Interfax pour déclarer que les chances de réélection du président américain ne sont pas très bonnes, mais que Trump est une personne créative et qu'il n'est peut-être pas trop tard. Pendant ce temps, c'est contre le puissant rival économique chinois, Pékin, que l'exécutif américain se déchaîne. Cette bataille, diplomatique jusqu'ici, mais si chaude, se déroule en ce moment autour de Hong Kong, une sorte d'héritage de l'époque coloniale qui a été rétrocédé à la Chine par la Grande-Bretagne à la condition qu'il garde une certaine autonomie et qui est devenue aujourd'hui la plus grande plateforme financière de la planète. Après des mois de contestation par un mouvement de jeunesse exigeant plus de liberté démocratique qui a marqué toute l'année écoulée et que seul le coronavirus a pu calmer, le Parlement de Pékin, que domine le Parti communiste, aujourd'hui comme hier parti unique, vient de voter une nouvelle législation qui limite considérablement l'exercice des libertés démocratiques sur le territoire de Hong Kong. Aussitôt, le président Trump inscrit le dossier Hong Kong dans son combat avec la Chine, combat de nature économique, mais où tous les moyens sont bons. Or, dressons un peu comme si c'était une guerre pour de bon, une sorte d'état des lieux des forces en présence. La Chine, classée aujourd'hui deuxième puissance économique de la planète, a le plus grand marché du monde. La population chinoise est de 1,441 milliard d'habitants. Entendons par marché la machine de production, les travailleurs, aussi bien que les consommateurs. La population des États-Unis est estimée à 336 millions. La Chine a le système communiste et c'est l'État qui décide pour tous et en tout, tandis que les États-Unis sont un pays démocratique où le citoyen a son libre arbitre. Donc, à économie égale, me direz-vous, c'est la Chine qui l'emporte, parce qu'ayant une population près de 4 fois plus grande et surtout totalement unie, puisque recevant un seul mot d'ordre. Et nous arrivons à une autre actualité du jour, les problèmes raciaux, ou plutôt la demande d'égalité, d'abord raciale, mais dans tous les autres domaines et qui fait rage en ce moment aux États-Unis. Or, l'une des plus importantes accusations portées contre le président Trump est qu'il utilise la division comme arme pour se maintenir à la Maison-Blanche. D'abord, dans une utilisation du N-word. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le mot sale nègre. Et qui lui serait cette utilisation coutumière. C'est pas n'importe qui le dit.
C'est dans un livre qui vient de paraître et signé d'une nièce du président américain, Mary Trump, sous le titre terrible de Comment ma famille a créé l'individu le plus dangereux au monde. Mais M. Trump avait déjà une réputation avant d'être élu d'irrespect absolu envers le genre féminin. Outre, pour rester dans l'actualité, ses diatribes contre le mouvement de contestation actuel, tout cela qui contribue à le dépeindre et à l'enfoncer davantage comme un facteur de division plutôt que d'union, quand il condamne devant ses partisans, lors des quelques meetings qu'il a pu avoir jusqu'à présent, qu'il condamne tous les manifestants indistinctement, tantôt comme des communistes, des terroristes, mais tantôt aussi comme des nazis et des fascistes, c'est-à-dire pêle-mêle tout cela que le peuple américain a pu combattre dans le passé. Il ne lui manque donc que d'ajouter les Sioux. Ainsi, dans le cadre d'un éventuel face-à-face économique, population contre population, eh bien les États-Unis ne partent pas gagnants face à la Chine et sont plus d'1 milliard, 300 millions d'âmes quand les États-Unis ne feraient pas l'unité dans ses propres rangs. C'est donc la grande leçon du mouvement actuel qui traverse la population américaine dans la mouvance de l'affaire George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier blanc, comme si de rien n'était, comme tant d'autres avant lui, et toujours pareil, cassé fake, ouvrit ça. Eh bien aujourd'hui, c'est comme un mouvement qui n'ose pas encore dire tout son nom. Les États-Unis ressentent que dans la prochaine face-à-face, au prochain face-à-face, en tout cas la prochaine bataille, la bataille du développement, mais un développement qui soit pour le vrai bonheur des peuples, y compris le peuple américain, et pas seulement de la minorité capitaliste, comme dirait le candidat Bernie Sanders, et pas seulement en faveur de Wall Street. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Vous connaissez ce sondage, vous connaissez ce cri des militants politiques, eh bien, qui paraît être aujourd'hui le cri général aux États-Unis. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. En effet, ne serait-ce pas que la seule façon d'affronter la puissante Chine avec ses 1 milliard 300 millions d'habitants. Et pourquoi Poutine serait aujourd'hui en faveur du président Trump? Eh bien, élémentaire, car Poutine gagne en soufflant sur le feu. Cela en aidant à se maintenir à la tête du pays le plus puissant, à ses yeux que sont les États-Unis, un diviseur, selon le principe que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Le diviser pour régner, aussi simple que cela. Voilà pourquoi nous pensons que l'avenir des États-Unis, eh bien, se joue en ce moment dans cette, c'est pas une crise, mais dans ce mouvement qui se déroule en ce moment. Et donc, c'est aux États-Unis que son avenir se joue. Ce n'est ni à Hong Kong, ni à Pékin, ni à Moscou, mais c'est aux États-Unis même le mouvement actuel.